Homo domesticus de James Scott. Dans son ouvrage, James Scott plonge dans les profondeurs historiques pour examiner les débuts de la domestication humaine et la formation des premiers États. Scott conteste les récits traditionnels qui célèbrent la transition de l'humanité vers l'agriculture et les sociétés sédentaires comme des progrès incontestables vers la civilisation. Au contraire, il propose que ces étapes ont souvent été accompagnées de conséquences problématiques, notamment la perte de diversité alimentaire, une augmentation des maladies et une intensification de la hiérarchie sociale et de l'exploitation. L'un des arguments centraux de Scott est que la domestication n'a pas seulement concerné les plantes et les animaux, mais a également marqué une forme d'autodomestication humaine. Cette autodomestication a conduit à des changements fondamentaux dans les structures sociales, économiques et politiques, menant à la création des premiers États. Ces États n'ont pas émergé naturellement, mais ont été construits à travers des pratiques qui incluent la contrainte et la violence, souvent justifiées par la nécessité de maintenir l'ordre et de collecter des ressources. Scott met en lumière le rôle critique des céréales comme le blé et l'orge qui, en raison de leur capacité à être stockées et contrôlées, ont facilité la naissance des premiers États. Ces États ont utilisé les surplus de céréales pour nourrir des populations urbanisées, renforçant ainsi le pouvoir central au détriment des communautés agricoles locales. Ce processus a non seulement encouragé la centralisation du pouvoir, mais a également créé des fondations pour des inégalités persistantes et systémiques. Comprendre les premiers États est crucial pour notre civilisation actuelle, car beaucoup des structures de pouvoir et d'inégalité que nous connaissons aujourd'hui ont leurs racines dans ces formes initiales de gouvernance étatique. En examinant comment ces structures ont été érigées, Scott offre des vues essentielles sur la nature persistante de l'inégalité et de la domination dans les sociétés modernes. Cela souligne l'importance de réévaluer nos histoires fondatrices pour mieux comprendre les défis contemporains et envisager des alternatives plus équitables et durables à nos modèles actuels de gouvernance et d'organisation sociale. Partie 1. Prémices de la domestication et de la sédentarité. Chapitre 1. La domestication du feu, des plantes, des animaux et de l'homme. Exploration des premières formes de domestication et leur impact sur la concentration démographique. Chapitre 2. Le complexe de la domus et le réaménagement du monde naturel. Analyse de la transition des modes de vie nomades aux modes de vie sédentaires et leurs conséquences écologiques et sociales. Dans la première partie de Homo domesticus, James Scott explore les origines et les impacts de la domestication sur les sociétés humaines et leur environnement. Le premier chapitre, la domestication du feu, des plantes, des animaux et de l'homme, expose comment les premières formes de domestication ont conduit à des changements fondamentaux dans les modes de vie et la démographie humaine. Scott soutient que la domestication du feu a marqué une étape cruciale permettant non seulement une cuisson efficace des aliments, mais aussi la protection contre les prédateurs et le froid. La domestication des plantes et des animaux, quant à elle, a facilité la transition vers des sociétés sédentaires, augmentant la densité de population et modifiant profondément les structures sociales. Le chapitre 2, le complexe de la domus et le réaménagement du monde naturel, poursuit cette analyse en examinant comment la sédentarisation a reconfiguré les interactions entre les humains et l'environnement. La domus, terme utilisé par Scott pour désigner l'espace domestique, est devenu le centre autour duquel la vie humaine s'organisait, conduisant à la création de villages permanents et ultérieurement à des villes. Cette concentration a eu des conséquences écologiques majeures, comme la déforestation et la modification des paysages par l'agriculture qui ont altéré la biodiversité locale et augmenté la vulnérabilité aux maladies. Scott met en lumière les répercussions sociales de cette transition. La sédentarité a engendré des hiérarchies plus rigides et des formes de pouvoir plus centralisées. Les surplus agricoles ont permis à certaines élites de se consolider, exacerbant les inégalités et favorisant l'apparition des premiers États. Ces États, basés sur la gestion et le contrôle des surplus, ont introduit des systèmes administratifs et coercitifs
pour maintenir l'ordre et extraire des ressources des populations sous leur contrôle. En explorant les prémices de la domestication et de la sédentarisation, Scott offre un aperçu critique de la manière dont les fondements de nos sociétés modernes ont été posés. Il illustre comment les choix et les innovations des sociétés anciennes continuent d'influencer nos défis contemporains en matière d'environnement et de justice sociale, soulignant la nécessité de comprendre notre passé pour appréhender notre futur. Partie 2. Les premiers États et leur agroécologie. Chapitre 3. Zoonoses et les conséquences de la sédentarité. Discussion sur les épidémies résultant de la domestication et de la sédentarité accrue. Chapitre 4. Agroécologie de l'état archaïque. Comment les pratiques agricoles ont façonné les premières structures étatiques et sociales. Dans la deuxième partie de Homo domesticus, James Scott explore les implications écologiques et sociales des premières formes d'agriculture et les débuts des structures étatiques. Ce segment du livre met en lumière comment les pratiques agricoles ont non seulement transformé le paysage, mais également les relations sociales et politiques au sein des premières grandes agglomérations humaines. Le chapitre 3, Zoonoses et les conséquences de la sédentarité, traite des épidémies résultant de la domestication des animaux et de la concentration croissante des populations humaines dans des espaces restreints. Scott argumente que la proximité des humains avec les animaux domestiqués a facilité le transfert des maladies zoonotiques qui étaient auparavant plus rares dans les communautés de chasseurs-cueilleurs dispersés. La sédentarité a également augmenté la densité de la population, créant les conditions idéales pour la propagation rapide des maladies infectieuses. Ces épidémies ont eu un impact profond sur la démographie et la structure sociale des premiers États, souvent en limitant leur croissance ou en provoquant leur effondrement périodique. Dans le chapitre 4, Agroécologie de l'état archaïque, Scott examine comment les premières pratiques agricoles ont façonné les structures étatiques et sociales. Il détaille comment la dépendance croissante à l'égard des céréales comme le blé et l'orge a permis aux élites de contrôler les surplus alimentaires et par extension la population elle-même. L'agriculture a également rendu les sociétés humaines plus vulnérables aux fluctuations climatiques et aux catastrophes écologiques, ce qui a nécessité des formes de planification et de régulation centralisées. Cela a conduit à la création de bureaucraties étatiques et à l'accumulation de pouvoir par une classe dirigeante qui utilisait les ressources agricoles comme moyen de contrôle politique et économique. Partie 3. Contrôle, servitude et résistance. Chapitre 5. Contrôle des populations, servitude et guerre. Examen du lien entre agriculture, esclavage et les premiers États. Chapitre 6. Fragilité de l'état archaïque. Analyse des facteurs contribuant à l'instabilité et à l'effondrement des premiers États. Dans la troisième partie de Homo domesticus, James Scott se penche sur les thèmes du contrôle, de la servitude et de la résistance dans le contexte des premiers États, mettant en évidence les dynamiques de pouvoir et leur impact sur la société. Le chapitre 5, intitulé Contrôle des populations, servitude et guerre, explore le lien intrinsèque entre l'agriculture, l'esclavage et la formation des premiers États. Scott soutient que l'agriculture a non seulement augmenté la capacité de soutenir une population dense, mais a aussi facilité le contrôle des individus par le stockage et la distribution centralisée des surplus alimentaires. Cette gestion des ressources a donné naissance à une classe dirigeante qui utilisait l'esclavage comme moyen d'augmenter la production agricole et d'assurer les travaux publics nécessaires au maintien de l'État. Scott met en évidence comment la guerre était souvent utilisée par les premiers États comme un outil pour capturer des esclaves et maintenir les économies agraires en place tout en consolidant le pouvoir politique. Dans le chapitre 6, Fragilité de l'état archaïque, l'analyse se tourne vers les facteurs de l'instabilité et de l'effondrement des premiers États. Scott examine les vulnérabilités inhérentes à ces systèmes étatiques naissants, notamment leur dépendance excessive à des pratiques agricoles qui les rendaient susceptibles aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles. L'effondrement de ces premiers États est souvent attribué à une combinaison de crises internes, telles que les rébellions et les crises de succession, et de menaces externes comme les invasions et les migrations. Scott argumente que ces effondrements étaient parfois des périodes de renouveau et d'opportunités pour les populations sous-jacentes qui pouvaient ainsi échapper à l'oppression étatique et retrouver une forme d'autonomie locale. Chapitre 7. L'âge d'or des barbares. Évaluation du rôle des sociétés dites barbares en périphérie des premiers États et leur interaction avec celles-ci. Dans la quatrième et dernière partie de Homo domesticus, intitulée L'âge d'or des barbares, James Scott
reconsidère le rôle des sociétés dites barbares qui existaient en périphérie des premiers États. Le chapitre 7, qui porte le même nom que la partie, explore comment ces sociétés ont interagi avec les premiers États et quelles implications ces interactions ont eues pour les deux parties. Scott met en lumière le contraste souvent tracé entre les sociétés civilisées et les barbares, remettant en question les préjugés historiques qui ont longtemps valorisé les premières aux dépens des secondes. Il argumente que ces sociétés barbares n'étaient ni arriérées, ni moins complexes que leurs voisins étatiques, mais qu'elles représentaient simplement des formes d'organisation sociale et politique différentes, souvent adaptées à des environnements et à des modes de vie qui résistaient à la centralisation et à la sédentarisation. Scott examine les interactions fréquentes entre ces sociétés et les premiers États, montrant que loin d'être des relations unilatérales de domination, elles étaient caractérisées par une interdépendance complexe. Les sociétés barbares jouaient souvent un rôle crucial dans l'économie des premiers États en tant que source de matières premières, de routes commerciales et même de main-d'œuvre militaire sous forme de mercenaires. Parallèlement, elles profitaient de leur position pour commercer ou négocier des accords qui leur étaient favorables, utilisant leur mobilité et leur connaissance des terrains pour éviter la subjugation complète. L'interaction entre ces États et les premiers États n'était donc pas simplement une question de conflit, mais aussi de coopération et de coexistence mutuellement avantageuse. Scott suggère que ces périphéries n'étaient pas des zones de non-droit ou de chaos, mais plutôt des espaces de liberté où de nouvelles formes de socialité et de politique pouvaient émerger, échappant souvent aux structures oppressives des États centralisés. En décrivant cette période comme un âge d'or pour les barbares, Scott ne glorifie pas un passé idéalisé, mais cherche à souligner l'importance et la valeur des formes d'organisation sociale qui existaient en marge des premiers États. Il remet en question les récits simplistes de progrès linéaire et encourage une appréciation plus nuancée des diverses manières dont les sociétés humaines ont navigué les défis de leur environnement et de leur interaction mutuelle. Cette réévaluation est essentielle pour comprendre la complexité et la dynamique des sociétés humaines à travers le temps et offre des perspectives précieuses sur la façon dont nous pouvons envisager les relations internationales et les conflits contemporains. James Scott synthétise les découvertes majeures de son analyse approfondie des premiers États et de leur impact sur la civilisation humaine. Il récapitule comment la domestication, la sédentarisation et l'émergence de structures étatiques ont pu profondément transformer les sociétés humaines, souvent de manière irréversible. Il met en évidence le rôle central de l'agriculture dans la centralisation du pouvoir, illustrant comment la gestion des surplus agricoles a permis aux élites de renforcer leur contrôle sur de larges populations. Il souligne également les coûts sociaux et écologiques de la domestication, tels que les maladies, les inégalités et la destruction environnementale. Ces leçons historiques sont cruciales pour notre compréhension contemporaine des États et du pouvoir. Scott suggère que de nombreux problèmes modernes, tels que les crises écologiques, les inégalités socio-économiques et les conflits politiques, peuvent être mieux compris à travers le prisme de cette dynamique antique. En particulier, il propose que la centralisation excessive du pouvoir et la gestion non durable des ressources qui caractérisaient de nombreux premiers États offrent des parallèles instructifs pour les défis actuels de la gouvernance globale. Pour l'avenir, Scott propose que les sociétés contemporaines tirent des leçons des limites et des échecs des premiers États. Il recommande une réévaluation des formes de gouvernance et des modèles de développement économique pour éviter de répéter les erreurs du passé. Il plaide pour une plus grande attention aux formes de gouvernance décentralisées et aux systèmes de gestion des ressources qui respectent les limites écologiques et promeuvent la justice sociale. Il suggère également que la résilience et l'adaptabilité observées dans certaines sociétés barbares, qui ont souvent réussi à maintenir leur autonomie face à des États expansionnistes, pourraient offrir des modèles pour la résistance et l'innovation dans un monde globalisé. En reconnaissant et en valorisant la diversité des expériences humaines et des formes d'organisation sociale, Scott encourage des décideurs et des citoyens à explorer des alternatives aux modèles dominants de gouvernance et de développement. Homo Domesticus offre non seulement un aperçu critique de l'histoire des premiers États, mais aussi une réflexion profonde sur les applications de cette histoire sur notre présent et notre avenir, invitant à une remise en question des structures de pouvoir et à une recherche continue d'une société plus équitable et durable.